Bonjour à toutes et à tous, je me nomme Nicolas Sajus, je suis toujours, alors ça fait plusieurs reprises que j'interviens, mais je suis docteur en psychologie et en psychopathologie clinique. Je travaille la question de l'emprise et des dérives sectaires depuis un peu plus de 20 ans. C'est très en lien avec le témoignage, j'étais très touché du témoignage parce que c'est par le biais aussi des faux souvenirs induits que j'ai travaillé ces questions, et notamment à l'époque dans les prémices de ce qui sont devenues les déclarations de l'Église et des dérives catholiques dans l'Église catholique, et notamment les pratiques qui avaient des agapé-thérapies, où il y avait pléthore de faux souvenirs induits. Donc merci pour ce témoignage, parce que je crois que ce qui nous enseigne, c'est la clinique à nous, c'est-à-dire les personnes qui sont en souffrance. On a parlé des études scientifiques, elles sont importantes, mais en tout cas je voulais amener la complexité humaine. Par rapport à ce qui a été dit, je vais faire aussi le lien par rapport à une affaire qui s'est bien terminée. Alors, pour le coup, vous avez la décision de justice. C'est une affaire où j'ai été expert judiciaire. C'est une jeune qui a 17 ans. Elle est en première scientifique. Elle est interne. Elle s'appelle Manon. Alors, ça peut se retrouver, mais j'ai choisi de garder l'anonymat des personnes. Sa mère et son père se sont séparés. Elle avait alors 10 ans. Et elle a une sœur de 3 ans qui est sa cadette. Elle décrit un couple parental où ses parents étaient emprunts à la violence. Et sa mère était toujours dans la peur, soumise à son mari, et il y avait des violences physiques et verbales. Donc les parents se séparent, elle a 10 à 11 ans, et elle ne reverra plus son père. C'est un choix qu'elle fera. Sur un plan scolaire, c'est une jeune femme qui a des aptitudes cognitives tout à fait dans la normale. Elle ne pose vraiment aucun souci sur un plan des apprentissages. Et puis, dans la fragilité qui arrivera alors qu'elle a 10 ou 11 ans, cette jeune fille rencontre Monsieur X, quelques mois après la séparation de ma mère, dira-t-elle. Quand j'étais petite, j'étais renfermée. Et avec le collège, ça m'a permis de m'ouvrir. À 14 ans, j'étais au courant que ce monsieur X, faisait de la magie. Moi-même, j'étais intéressée aussi par tout ce qui était l'ésotérisme. Sa propre mère était aussi de confession certes catholique, de par ses origines espagnoles, dira-t-elle, mais elle était aussi dans des pratiques de la magie et de l'ésotérisme, et elle connaissait aussi ce monsieur. Moi, j'avais des troubles de l'attention, j'avais du mal à me concentrer, je n'étais pas bien. Je rappelle qu'elle vivait dans un climat pendant des années qui était insécure. Et ces hommes, alors ils seront deux, mais monsieur X, à 14 ans, lui dira qu'elle avait un trouble, qu'elle était malade et qu'elle était possédée par un démon qui était l'incube. L'incube était un démon qui nous possédait tous au plan sexuel. C'était monsieur X qui avait posé ça, il avait 54 ans. Il y avait monsieur Y qui lui en avait 41. Ma mère leur faisait totalement confiance. Elle était d'accord pour que je sois soigné par eux. Je parlais beaucoup durant mon sommeil, j'avais donc des troubles de l'attention. Ils disaient que c'était pas normal, que je ne devais pas aller me faire soigner. Ils m'ont donc isolé progressivement, il fallait me soigner. Ça commençait tous les mercredis en me faisant des rites. Ils me touchaient la poitrine, les fesses, les parties intimes. Quelques mois après, il a décidé de me prendre chez lui, c'est-à-dire monsieur X. Et là, ont commencé les pénétrations, qui ont été durant 2 ans. Le matin, le soir, l'après-midi. Il s'agissait aussi bien de pénétration vaginale qu'anale. J'étais alors en internat, je rentrais tous les week-ends chez eux. Dès le départ, je n'ai pas été consentante. Je jetais mon cerveau chaque fois qu'ils me pénétraient. En fait, ils appelaient ça le cercle. On était tous des apprentis. Il y avait monsieur X, monsieur Y, ma mère et les filles de monsieur X. Ils faisaient de la voyance avec des cartes, des rites, avec des poudres magiques, et il y avait aussi des pierres. Manon explique qu'elle sera forcée de prendre une contraception. Elle dira qu'elle est obligée d'aller chez un gynécologue en mentant à sa mère pour avoir son accord.
Il ne mettait pas de préservatif. Il n'arrivait pas non plus à me casser l'hymen. Vous savez, c'est les jeunes filles vierges qui ont l'hymen, qui n'est pas déchiré. J'avais très mal lors des pénétrations et j'ai eu des infections urinaires. Elle explicitera que les actes se déroulaient donc les week-ends avec Monsieur X et une fois par mois avec Monsieur X et Monsieur Y, tous les deux en trio. Il y avait des pénétrations à tour de rôle et parfois les deux en même temps, à la fois par le vagin et l'autre par l'anus. J'avais l'obligation de faire des fellations, ils m'ont filmé. Ils n'éjaculaient jamais sur moi, c'était soit dans la bouche, sur mon corps, mais jamais dans le vagin. Ils mettaient aussi donc des poudres, ils me faisaient prendre des breuvages, ils me faisaient prendre des comprimés. Ils m'expliquaient que les fellations et les pénétrations, c'était toute l'énergie qui me permettrait de me nourrir et de me guérir. Cela se passait dans la chambre, elle était fermée à clé. Ma mère ne s'en doutait pas que ça allait jusqu'à des proportions de cet ordre-là. Il y avait une bougie allumée. Il m'interdisait de voir ma mère, il voulait que je coupe le lien avec elle pour aller en Espagne. J'ai eu très peur du kidnapping. Je me sentais seule et honteuse. Et j'ai là, dans cette peur qu'elle a eue, elle choisira de parler. Elle en parlera d'abord à sa mère de tous les agissements qu'elle a vécus. Et ça créera une bascule très anxieuse. Elle en parlera à l'école. Une infirmière fera alors un signalement. Et là aussi, elle pourra exprimer, en tout cas, qu'elle n'est plus d'accord d'avoir les pratiques avec ces hommes. Si je prends cette situation clinique, c'est qu'elle a abouti, comme vous le voyez, à une réclusion de 15 ans pour l'auteur et le gourou de cette secte. Je reprends ce que disait Didier, parce que là aussi ça a été compliqué quand j'ai dû témoigner à ces assises-là. Ça a été d'autant plus complexe que je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure, c'est comment, au-delà d'une loi qui se pose, on va pouvoir expliciter les enjeux d'emprise. Parce que c'est d'une grande, grande complexité. Et vous dire ça, c'est que le témoignage juste avant moi témoigne de cette difficulté de la magistrature, des experts, je dirais, qu'ils soient d'ailleurs psychiatres ou psychologues, des OPJ, officiers de police judiciaire, à mener une enquête. Et certes, il n'y a pas de moyens, ou il peut y avoir pas de moyens, mais est-ce que le pas de moyens justifie parfois la qualité du travail qui soit mal faite? C'est ce que j'interroge aussi sur ce qui a été dit tout à l'heure. Je vous dis ça parce que je me suis retrouvé lors de ces assises avec un collègue et un confrère qui ont dit que cette jeune fille allait bien. Au plan clinique, quand je ferai son évaluation, j'évoquerai un état qui m'a... Elle était quoi, la jeune fille, selon ce confrère? Elle allait bien. Ah, elle allait bien. Je vous explique ça parce que j'ai eu la chance d'avoir une enquêtrice, une officier de police judiciaire qui a mené une enquête exceptionnelle. Un procureur de la République qui a été vraiment aussi vraiment dans la compréhension et la connaissance des enjeux que je pouvais aussi expliciter, parce que des fois vous vous retrouvez dans des contextes qui sont laborieux, difficiles, et effectivement vous vous demandez comment ça va basculer. Je vous dis ça parce que j'ai évoqué un état dissociatif, c'est-à-dire que lorsque cette jeune fille était violée, c'est très connu en psychotraumatisme, c'est-à-dire que c'est une jeune fille qui pouvait se décorporer, elle était là sans être là, c'est une manière de supporter l'insupportable d'un traumatisme. Je vous dis ça parce que ce concept-là, par certains professionnels, n'est pas reconnu. Là aussi, c'est comment on fait pour avancer cliniquement sur ces enjeux-là. Donc elle exprimera un sentiment de décorporation, donc c'est ce que je vous disais, c'est un processus de défense psychique qui permet de supporter l'insupportable du traumatisme. Il y avait des flashs, des hypersensibilités, la peur de les voir en permanence. Elle décrit des hypervigilances, c'est-à-dire que toute personne qui pourrait potentiellement reconnaître ou ressembler, ou elle pourrait reconnaître ou ressembler à ces personnes, elle avait peur. Tout discours qu'elle pouvait entendre, elle était en insécurité permanente par rapport à ce qu'elle vivait. Elle pourra décrire aussi des douleurs à la pénétration, ce qu'on appelle des dyspareunies. Et l'hymen ne se déchirait pas, elle avait aussi des problèmes de vaginisme avec des spasmes liés à l'angoisse et au stress qui faisaient qu'elle exprimera clairement la douleur à la pénétration était difficile.
des insomnies, des ruminations mentales, des angoisses qui étaient constrictives, c'est-à-dire qui l'oppressaient. Elle a commencé à fumer des cigarettes, puis elle expliquera qu'elle commencera aussi le cannabis. Là aussi, elle exprimera, et c'est aussi très typique, parce que c'était une manière pour elle de s'anesthésier. En fait, elle dira qu'elle a arrêté parce que ça crée des phénomènes qui étaient pires. Elle se scarifiera dans une perspective de se réapproprier son corps, notamment les angoisses qu'elle avait, en regard de ces angoisses qui étaient très très envahissantes et des flashbacks qui étaient terribles. Quand je l'expertiserai, au fur et à mesure, les signes s'aboliront. Elle avait des rituels de lavage, le retour à la position fœtale, c'est-à-dire des positions régressives infantiles, pour justement se sécuriser. Un grand sentiment de culpabilité, le fait de se remplir en mangeant et de se faire vomir par la suite. Il y avait des idéations suicidaires, mais sans intentionnalité de vouloir en finir. C'est ce que j'ai voulu expliquer à la cour et c'est ce que j'expliquerai, car tous ces éléments étaient en faveur d'abus sexuels. Et effectivement, dans des enjeux aussi où l'emprise était là et ça durera pendant 2 ans. Alors, vous expliquer cette situation clinique, c'est un peu rejoindre ce que j'évoquais, c'est-à-dire qu'au travers de cette situation, on est dans une société aujourd'hui où on parle beaucoup du bien-être, et tout ce qui est défini comme faire du bien ne l'est pas toujours. Je pars du postulat de cette jeune où à un moment dans les troubles qu'il y avait, en tout cas l'idée était d'avoir du bien. Et là aussi, on l'a évoqué aussi, le soulagement de la souffrance d'aujourd'hui peut devenir parfois l'enfer de ce qui va être demain. Et c'est ce que j'ai voulu apporter aussi avec la question de Manon. Le phénomène sectaire s'organise autour d'une multiplicité de groupes, c'est ce que disait Didier tout à l'heure, dont les thématiques peuvent être très très variables, tout comme leur organisation et leur évolution. Aussi, on ne peut pas voir la question de l'analyse de manière simpliste mais complexe. Elle doit être réalisée de manière plurifactorielle, en lien avec les sciences humaines, les sciences certes dans leur ensemble, le droit, la justice, et je rajouterai même les enquêteurs de police. Toutes ces perspectives doivent être complémentaires. Si je peux me permettre de m'arrêter, ça a été évoqué tout à l'heure, je crois que là aussi, en France, en psychologie, et moi je me suis retrouvé aussi dans ce domaine-là au sein d'un tribunal, on se retrouve sur des corporatismes, des dogmatismes. On parlait de la science, là aussi, la science peut être aussi dogmatique. Et je crois qu'à un moment, il faut comprendre que les enjeux de la science humaine, on n'est pas dans de l'exact. Et ça, c'est important, j'y reviendrai juste tout à l'heure, parce que c'est comment nous allons rejoindre la science, l'humanité de la souffrance, là où à un moment où l'être humain n'est pas qu'une étude. Parce que je crois que les guerres que nous vivons aujourd'hui en France, en tout cas, quand on voit des situations telles qu'elles ont été témoignées, ou la situation de Manon, on est bien loin de ces débats idéologiques, où, me semble-t-il, sont stériles aussi. Et à la fois, ils ont pignon sur rue, et dans les tribunaux aussi. L'entrée dans un mouvement sectaire va être conditionnée selon différents facteurs. C'est ce que j'ai voulu vous exprimer. Le deuil, la maladie, séparation, conflit. Tout à l'heure, vous expliquiez la question de la douleur, elle est plurifactorielle, elle est très complexe. On sait très bien, et c'est très bien ce qui a été dit, que le facteur empathique, en tout cas, est un facteur de prise en charge de la douleur. Et qui commence déjà dès l'annonce de la question même du diagnostic à un patient. Le patient qui est mal accueilli, le patient qui à un moment se sent rejeté, là où il a besoin d'une enveloppe psychique, portante, qui va être bienveillante et qui s'appelle l'empathie, il est évident qu'il va déployer des douleurs. Et là aussi, c'est important de le comprendre parce que les souffrances psychiques peuvent entraîner les douleurs physiques qui peuvent gangréner aussi sur les douleurs psychiques et se créer des cercles vicieux. Je le disais tout à l'heure aussi, l'aspiration religieuse est souvent un biais qui s'opère de manière dialectique avec la question du sens. Didier a fait le distinguo, et j'y tiens aussi, entre religion et processus sectaire. On n'est pas tout à fait dans le même domaine, mais j'étais tout à fait d'accord avec ce que tu disais. Et je crois que nous vivons dans une société de la question du sens. Et la rationalité scientifique, on peut en penser ce qu'on en veut, mais en tout cas, elle ne vient pas questionner la question du sens à la vie. Et ça, elle est ontologique. On ne peut pas la relever à un être humain. Et aussi,
c'est important aussi d'en prendre acte. Et donc effectivement, ça va être la rencontre d'un sujet à un moment, dans un moment donné, dans un contexte socio-culturel donné, et là aussi qui va faire rencontre, c'est ce qui s'est passé avec Manon. La pratique de psychothérapeute et de psychothérapeute familial m'a beaucoup interrogé sur l'analogie parfois du déplacement de symptômes, qu'on appelle dans notre jargon, des familles qui peuvent être parfois malsaines, ça a été évoqué, j'ai travaillé beaucoup dans la protection de l'enfance aussi. Je ne peux que reconnaître qu'il y a aussi des choses catastrophiques aussi par rapport à ces enfants-là. Violentes, générant de l'emprise, de la soumission et le lien aux sectes et dérives sectaires. Le premier contact avec le groupe sectaire mobilise souvent une rencontre affective chaleureuse et non jugeante. Je terminerai par un témoignage. Je dis ça parce que c'est sans doute cette rencontre-là qui participe à faire ce que Didier vous appelez la séduction et ce qu'on appelle la lune de miel. Souvent, les premières réponses de la secte ont une valeur structurante. L'apaisement des difficultés existentielles, ils ont la vérité sur tout, ils savent tout. La réassurance en un réel trop douloureux qui est insupportable pour eux. La réponse à une recherche de connaissance, des perspectives de compréhension du monde. Les aspirations du sujet ne sont pas obligatoirement interrogées, mais confortées, et les premiers liens deviennent ce qu'on appelle la lune de miel, donc le préalable et la séduction. D'emblée, la voie au mécanisme, par exemple, identificatoire, c'est-à-dire que ce sont des gens qui peuvent retrouver quelque chose qu'ils ont connu aussi de par ailleurs, elle peut s'ouvrir. Par le biais d'un étayage qui va être l'explication, l'écoute, la bienveillance, et là aussi, les premières propositions interprétatives sont déjà faites, sans que la personne ne prenne conscience du contenu dogmatique implicite qui est véhiculé. D'où aussi tous les enjeux de souvenirs et de faux souvenirs induits. Donc elle interroge aussi tous les processus de vulnérabilité, les enjeux de répétition, toutes les approches ésotériques, la rencontre du gourou dans un contexte de séparation parentale, c'est ce qui s'est passé pour Manon. Je ne suis pas en train de dire que tous les enfants qui, vous vous doutez, qui vivent des séparations auront là, mais en tout cas, c'était là aussi des aspirations qui étaient familiales. Sa propre mère était dans ces enjeux-là. Voilà. Et après, il s'est avéré que la rencontre avec le voisin, en tout cas le voisinage, était sur ces phénomènes-là aussi. Le système d'emprise, je ne vais pas m'y attarder, mais en tout cas, c'est un système qui est nécessaire de comprendre aussi, parce que là aussi, c'est comment l'être humain arrive à avoir une vacuité psychique, je dis bien un vide psychique, là où cet autre vient s'emparer du psychisme de l'autre. Je vous dis ça parce qu'il y a 15 à 20 ans, ça avait largement interrogé sur une secte aux États-Unis où le gourou avait demandé à des femmes de s'éviscérer devant lui parce que c'était la fin du monde. Voyez jusqu'où l'humain est capable d'aller sur des effets d'influençabilité, de suggestibilité et ce qu'on appelle aussi dans notre jargon l'effet de validation subjective ou l'effet Barnum, c'est-à-dire qu'on prête une intention à l'autre qui a un pouvoir psychique sur nous. Et je vous assure que j'ai vu des personnes abolir des symptômes ou des symptômes disparaître, mais parce qu'ils ont cet autre complètement psychiquement en eux. Et ça, c'est vraiment impressionnant à voir aussi, à entendre. Donc les enjeux de la secte sont cette lune de miel, l'emprise, l'isolement, c'est tous les processus qu'a connu Manon, la dépersonnalisation, la maltraitance, les abus qui soient physiques, sexuels, la menace de mort, la demande d'argent et autres. La sortie, et j'y tiens aussi, elle est très complexe, très très complexe. Manon, aujourd'hui, vous en doutez, elle est sortie, mais le travail reste encore difficile, et lorsqu'elle passera aux assises, on sent qu'elle est encore bousculée, et qu'elle est encore dans le psychotrauma. Et à la fois, elle fait des études de droit, c'est peut-être pas du hasard. La consolidation est longue. Vous doutez que c'est pas pareil d'être un enfant de quelqu'un, par exemple, où les parents ont été dans une secte, que quelqu'un qui fait une rencontre à 20, 30 ou 40 ans. Les enjeux ne sont pas les mêmes. Cette consolidation, elle prend beaucoup de temps et que parfois les gens, quand ils sortent du processus, peuvent être happés, je vous donnerai ce témoignage que je vous disais, par d'autres phénomènes. Donc l'accompagnement de ces personnes sera long. C'est un travail sur du long terme, tant les mécanismes parfois peuvent être enquistés et viennent rejouer, je vous le redis, des enjeux aussi familiers. Cela demande un long travail pour reconstruire sa personnalité, retrouver une autonomie qui n'est pas simplement physique, mais qui est une autonomie psychique, des relations affectives, amicales, sociales, des valeurs et un avenir. Vous dire ça, c'est que combien de gens qui sortent en tout cas
de dérives sectaires, de sectes, peuvent dire « je ne sais pas » ou « je n'ai pas les repères pour vivre », je n'ai même pas les codes dans les relations interpersonnelles. Parfois, dans les prises en charge, des enjeux vont persister. Alors, il peut y avoir les angoisses, les réminiscences, les injonctions, comme les pensées magiques du gourou, les prédictions de malheur, la peur des représailles aussi, qui peuvent être typiques, la peur des gens de l'extérieur. Là aussi, il faut savoir que quand on est dans un système d'enfermement, le monde est diabolisé, les autres sont diabolisés, et ça peut laisser des traces aussi sur du long terme. La peur de retrouver la réalité, le stress et les problèmes d'avant qui seront toujours là parfois pour certains. La culpabilité ou la honte d'avoir été dans une secte, d'avoir accepté certaines choses, d'avoir laissé des personnes proches. Des séquelles parfois physiques et psychiques relevant du syndrome de stress post-traumatique, les cauchemars, les phobies, tout ce que vivait maman par exemple, les reviviscences, les flashs qui reviennent, des choses qui sont des réactions incontrôlables, de l'impulsivité, voire de la tristesse. C'est tout ce qui pourra apparaître aussi et durer pendant un certain temps. C'est pour ça que pour les professionnels, les gens qui font de l'écoute, qui accompagnent, et je sais que dans les associations il y a cette formation, mais elle est fondamentale. Je dis souvent que dans le processus de secte, quand il est bien enquisté, l'idée est toujours de garder la porte ouverte. Toutes les approches directives sont contre-indiquées. Et encore plus les approches inductives, car pour la première, elle renforce ce qu'on appelle, elle fait un renforcement négatif, c'est-à-dire que la personne, elle va plus s'allier même au gourou que face à l'autre personne. Et la deuxième, elle fait carrément répétition du professionnel sur la posture d'un dominant dans la manipulation, quand je parle d'induction. Et c'est pour ça que ce qui est parfois très difficile, et je repense à votre témoignage, c'est quand alors en tout cas aussi quand j'ai pu accompagner aussi certaines familles et qu'elles sont aussi témoins et spectateurs d'un des enfants qui part. Et là aussi, c'est des postures accompagnées qui sont essentielles et qui sont très délicates. Je voulais revenir à cette situation par la formation. Là aussi, c'est des biais dont j'ai la chance en tout cas j'essaye de faire un peu partout en France. C'est de former sur toutes ces questions-là que je vous traite de manière rapide, je vais à l'essentiel, mais que ce soit les magistrats, les officiers de police judiciaire, les experts qui sont aussi bien en médecine qu'en psychologie, les médecins, les psychologues et psychothérapeutes, les bénévoles. Et là aussi, il est important sur des situations complexes que les professionnels ou les gens qui travaillent avec des enjeux d'emprise sectaire prennent le temps de ces situations. Ce n'est jamais du temps perdu que de prendre du temps d'analyser ces enjeux-là, parce que ça passe par l'analyse des pratiques professionnelles, et là aussi, ça pourrait peut-être éviter certaines situations qui ont été décrites juste avant. Je voulais juste vous lire le témoignage d'une personne qui m'a autorisé à vous dire ce qu'elle vivait. Ça résume un peu ce que je vous évoquais. Quand je suis sorti des dérives sectaires, c'est une personne que je suis actuellement. Elle était dans le New Age. C'est pour ça que je suis très nuancé sur les approches alternatives qui infusent partout. L'hôpital, l'université, partout. Parce qu'à un moment, quand il y a le dogme du New Age derrière et la spiritualité de ces approches-là, on s'en interroge beaucoup. Quand je suis sorti des dérives sectaires, j'étais dans le New Age. Je me suis senti perdu, angoissé. Je n'avais aucun repère, je ne savais plus à qui faire confiance. J'avais des envies de mort. Quand la solitude est prégnante et que tu te tournes vers l'interaction sociale et que celle-ci ne répond pas à tes besoins, recherche d'attention, d'empathie, de communication, exactement ce que nous évoquions tout à l'heure pour la douleur par exemple, tu peux glisser vers d'autres groupes dogmatiques et sectaires qui semblent t'accueillir avec beaucoup de bienveillance. D'un pseudo-bien-être que j'ai vécu dans le New Age, j'étais tenté d'aller vers d'autres pratiques. Les personnes qui m'entouraient étaient emplies d'amour. J'avais beau savoir à quel point c'était néfaste et dangereux, c'était plus fort que moi. Quand je vous parle d'enquistement, voilà ce que vit une patiente. Je repensais sans cesse à cette empathie qui m'était donnée et à cette présence constante autour de moi et dont j'avais tant besoin. Je suis dans une situation aujourd'hui où je me sens seul. Je ne dois compter que sur moi. C'est dans ces moments-là que ma fragilité revient et que je peux interroger par contre de nouvelles croyances ésotériques.
Vous voyez, c'est combien dans la vulnérabilité qu'on est à une sortie depuis 2 ans. Hein, c'est une personne qui est sortie depuis 2 ans du processus New Age. Combien encore elle est marquée. Je vous dis ça parce que l'accompagnement nous demande une profonde humilité, jusqu'à perdre parfois certains patients. Elle nous demande aussi d'accepter qu'ils partent, et puis que peut-être un jour ils vont revenir. Mais je voulais vous montrer ce va-et-vient dans la complexité intrapsychique, des enjeux qui sont certes, on l'a évoqué, de biais cognitifs, mais bien complexes. Et que l'humanité a besoin là aussi, et je crois que c'est ce qu'on évoquait, d'une solidarité pour accompagner ces personnes-là. Parce que l'isolement participe à renforcer ces mécanismes-là. Je terminerai juste par la citation de Spinoza. Personne ne peut vous enlever votre liberté de penser. Vous pouvez être conseillé, éclairé par d'autres, mais ne laissez jamais quelqu'un penser pour vous. Accompagnons au mieux les personnes vulnérables à cette liberté d'être. Je vous remercie de votre attention. Ne te sauve pas, on va lui poser quelques questions. Oui. On va donner la parole. Oui. Est-ce que vous avez déjà accompagné des personnes qui sont sorties, qui ont été victimes de faux souvenirs à vie? Oui. Oui. Alors la question est de savoir si j'avais accompagné des personnes. Alors oui, et c'est ce que j'expliquais au préalable, c'est-à-dire que j'ai commencé par ces personnes-là il y a plus de 20 ans en arrière. Alors, est-ce que j'avais accompagné des personnes qui avaient été victimes de faux souvenirs induits? Oui, et j'ai commencé par ce biais-là, en fait, aussi, parce que le renouveau charismatique, notamment dans les dérives qu'il y avait, les agapé-thérapies utilisaient beaucoup ces pratiques. J'ai retrouvé des situations telles que, monsieur, vous avez évoqué, des gens complètement désemparés, des personnes qui pouvaient aller au bord du suicide aussi sur les accusations calomnieuses qui étaient posées. Et c'est un vrai dilemme parce que là aussi, c'est le discernement clinique de ces enjeux-là qui peuvent être utilisés ou alimentés tels que vous l'avez décrit par des professionnels. Oui. Bonjour. Nous sommes plusieurs familles ici, donc dans des situations où nos enfants ont été victimes d'emprise mentale et ont déclenché des souvenirs induits. Et ce que je voulais vous demander, parce que est-ce que vous avez eu, justement, est-ce que vous avez pu accompagner, parce que c'est très difficile que ces enfants, même adultes, se rendent compte par eux-mêmes que ce sont des faux souvenirs. On vient de le dire, les études sur la mémoire montrent que de différencier un faux souvenir d'un vrai souvenir, ça n'est pas possible, enfin pour l'instant. Et donc, comment il est possible qu'un jour, ces adultes qui déclenchent parfois de véritables chocs post-traumatiques, parce que pour eux, c'est la vérité, ce sont leurs souvenirs, comment c'est possible qu'ils sortent de ce phénomène-là? Comment, à un moment donné, qu'est-ce qu'ils peuvent faire qu'ils se disent « Oh, tiens, on m'a inculqué des faux souvenirs », puis qu'ils sont persuadés que ce sont des vrais. Alors vous posez une question qui est d'une très grande complexité. Vous expliquez ça, c'est qu'à un moment, la question du faux souvenir induit vient construire le sujet aussi, va s'étayer là-dessus. C'est-à-dire qu'il peut se construire là-dessus pensant que c'est sa vérité, Vous doutez que... C'est pour ça que je trouve que les situations, en tout cas, les psychothérapies qui m'ont le plus interrogé, que j'ai le plus amené en supervision, on y est. C'est les situations d'emprise mentale. Parce que moi, j'ai toujours ce dilemme de savoir est-ce que la personne va se décrocher ou pas. J'en ai vu, il m'est arrivé d'en voir de manière minime sur des doutes. Je me rappelle d'une jeune qui était convaincue de ça et qui se rappelait du professionnel qui le lui avait dit et qui a carrément, pour le coup, rédigé une lettre contre son autre parent, en fait. Et plus tard, dans la suivi de la prise en charge, dans l'esprit critique qu'elle arrivera à faire, dans le travail sur elle qui prendra des années, ça lui reviendra tout le processus, comment il avait opéré en fait. Ce que vous dites, c'est le mot que je dis parce que je pèse bien mes mots quand c'est enquisté chez une personne. Je dis souvent c'est comme un fil d'une bobine. Il faut tirer petit à petit et au fur et à mesure de voir comment avance la personne. Mais c'est très délicat.
parce qu'à un moment, ça vient aussi s'insérer dans des certitudes que la personne souhaite ou veut ou correspond aussi. Moi, j'ai vu une situation d'un enfant où accuser son parent, par exemple, d'actes pédophiles avec un professionnel qui lui faisait des inductions par entretien. À la fin de l'entretien, l'enfant a accusé son propre parent. Vous voyez, alors vous dire ça, c'est que là aussi, il faut détricoter le mécanisme à l'envers, mais ça demande, c'est ce que j'ai voulu dire, de la délicatesse. Il ne faut pas y aller de manière directive, il faut de la progressivité et ça va prendre du temps. Je voulais vous le dire et c'est pas pour vous embêter, moi j'ai pas la vérité sur la question de l'emprise. C'est d'une telle complexité quand on prend en charge ces personnes-là. Vous savez, c'est comme si vous êtes sur un fil et vous savez pas de quel côté ça peut basculer. Parce que développer l'esprit critique, qui sont des mots intellectuels, quand vous êtes en séance avec ces personnes, c'est pas gagné. Arriver à tous les signes que je vous évoquais, à faire que la mémoire ne fait plus cet effet, voilà, il faut savoir qu'il y a des mémoires adaptatives aussi. Parce que ça peut parfois des enjeux de mémoire, de protéger aussi l'insupportable qu'ont vécu certaines personnes. Donc on est sur des enjeux, sur une clinique vraiment très délicate. Et d'où, alors ça concerne plus les professionnels, d'être un artiste de l'entretien, parce que c'est un art, l'entretien. Et alors encore plus dans les phénomènes d'emprise et d'enjeux aussi, là aussi de faux souvenirs induits. Je n'ai plus aucune relation avec elle, tout est coupé. Et j'attendais un petit conseil de votre part pour savoir comment je dois continuer la relation. J'envoie les messages pour les anniversaires, aux petits-enfants, je leur envoie une carte pour l'anniversaire, mais je n'ai jamais de réponse. Comment je dois continuer? Est-ce que vous auriez un conseil à me donner pour que je garde ce lien, qui est toujours sans réponse, hein, c'est sûr? Alors, c'est exactement ce que j'évoquais dans les situations que je peux avoir. Le seul conseil, c'est ce que vous faites et d'accepter la situation d'impuissance à laquelle vous êtes confronté. J'explique ça, je vous le dis avec mes mots, d'accord? Vous doutez qu'il n'y a rien de simple. Ce que vous évoquez, madame, c'est une douleur et une souffrance terrible. Ne plus avoir de lien avec ses enfants, c'est quelque chose de terrible. Mais de forcer les mécanismes, c'est encore plus terrible et on risque de perdre. C'est pour ça que quand je vous disais la question de toujours garder la porte ouverte, nous ne savons pas demain de quoi est fait ce lendemain. On ne le maîtrise pas. Et c'est terrible, mais à la fois, il faut espérer qu'à un moment, en gardant la porte ouverte, elle puisse y avoir un jour peut-être un retour.